Bonjour à tous, bienvenue à notre séminaire en ligne pour la nouvelle directive OKS 2024. Il semblerait que presque tous nos participants nous aient rejoints, donc nous allons commencer ce séminaire. Alors ce séminaire aujourd'hui, cet après-midi, il a lieu en français. Le même séminaire a lieu ce matin en allemand, pour votre information. Aujourd'hui, nous allons être deux personnes à présenter, à modérer ce séminaire. Donc, je me présente en premier temps Emmanuel Daur, responsable du laboratoire d'essai de UGRA Swiss Testing AG, ainsi que mon collègue et directeur général Matthias Schunke. Et nous avons également un invité spécial, Clément Bachung, directeur de l'association suisse Infrastructure communale, qui aura le plaisir de se présenter juste dans quelques instants. Dans un premier temps, les règles pour le séminaire. Donc, automatiquement, nous avons désactivé le micro de tous les participants afin que la qualité audio de ce séminaire soit la plus agréable possible. Ce séminaire va être enregistré. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas être visibles, nous vous conseillons de désactiver votre caméra. Vous avez la possibilité, avec le symbole de la main, nous faire signe pour nous faire parvenir toutes remarques ou problèmes que vous pourriez rencontrer. Les questions vont être, sont à rentrer dans le forum de questions qui a été activé. Vous pouvez y entrer toutes les questions qui vont vous parvenir lors de ce séminaire et nous allons y répondre lors de la fin de ce séminaire. Et également, vous pouvez nous faire parvenir vos questions ou vos remarques là, avec la possibilité du chat. Le programme pour ce séminaire, dans un premier temps, nous allons vous présenter rapidement l'UGRA et l'ASIC, très brièvement. Puis, nous allons rentrer dans le corps du sujet en vous parlant des modifications de la nouvelle directive OKS. Et enfin, comme annoncé précédemment, nous répondrons à toutes les questions que vous pourrez nous avoir soumises. Alors, à propos de l'UGRA, l'UGRA, c'est le Centre de compétences suisse des techniques d'impression et des médias qui a été fondé en 1952 avec son siège à Saint-Gall. Lors d'une restructuration qui a eu lieu cette année, l'association suisse a créé la société anonyme UGRA Swiss Testing et en est propriétaire à 100%. UGRA Swiss Testing est un organisme de contrôle indépendant et qui est également accrédité selon la norme SN/EN ISO IEC 17025. Cet organisme de contrôle est également mandaté par l'ASIC pour effectuer tous les contrôles liés à la certification et aux tests liés au sac à ordures OKS. J'en profite donc maintenant pour donner la parole à Clément Bachung pour parler de l'ASIC. Merci Emmanuel, aussi de ma part, bienvenue à vous. Certaines personnes présentes nous connaissent déjà. Nous représentons les responsables d'infrastructures communales des pouvoirs publics. 300 communes, villes, des syndicats intercommunaux sont membres de notre association. La base de notre association est constituée, entre autres, de 6 comités techniques permanents, dont l'un s'occupe du thème des déchets et de l'économie circulaire. Et comme Emmanuel l'a déjà mentionné, nous sommes le donneur de licence du label OKS et vous trouverez toutes les informations sur, par exemple, sur les licenciés ou autres informations sur notre site web. Voilà. Emmanuel, je te passe la parole de nouveau. Merci Clémence, merci pour cette introduction. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la revue de la directive OKS. Donc, une révision a été effectuée en 2024 en collaboration avec l'ASIC ainsi que les fabricants licenciés Papier Mettler, Polyrol et Schlachterplastik, ainsi que Topak et Sakus GmbH. Nous tenons à remercier toutes les entreprises et personnes que je viens de citer pour leur aide et leur contribution
puisque c'est grâce à leur aide et leur engagement que nous avons pu effectuer cette révision de la directive OKS et qu'elle a pu être mise en vigueur et rentrer le 1er juillet 2024 en fonction. À titre informatique, une petite historique sur la directive OKS. Donc, en 2024, nous avons publié une nouvelle version. La version précédente était de 2015, qui est restée donc pendant 9 ans active et qui est la version qui a été la plus utilisée et la plus reconnue actuellement. Et une des premières versions était en 2004. Nous ne sommes actuellement pas sûrs s'il s'agissait de la toute première directive OKS, mais selon nos archives, c'est celle qui a été la première mise en place avec la participation de l'UGRA. Donc, en moyenne, comme vous pouvez le voir, une révision de la directive OKS a eu lieu à peu près tous les 10 ans. Cela ne signifie pas forcément que la prochaine révision aura lieu dans 10 ans, certainement dans un délai plus court. Alors, pourquoi une directive OKS? Qu'est-ce que signifie le label OKS? C'est surtout une qualité pour les sacs à ordures, puisqu'il est important que les ordures soient collectées et éliminées de façon propre et sûre pour tout le monde, pour le public, mais également pour les institutions qui effectuent ces actions. Et il est important que les ordures soient contenues dans les sacs et non pas dispersées dans les rues ou bien, comme on peut le voir sur la photo de gauche, dans des endroits qui sont proches des fleuves. Donc, pourquoi avons-nous effectué une révision de cette directive? Il y a eu plusieurs points qui ont été revus, donc notamment des points physiques. Donc, ce sont les 3 premiers points que je vais vous citer et qui vont être revus aujourd'hui en détail lors de ce séminaire. C'est la résistance du film qui a été définie différemment par rapport aux différents sens de production. Ensuite, la qualité de la soudure a été définie différemment par rapport au film. Et les valeurs de la méthode de perforation ont été revues et complètement modifiées. Je ne rentre maintenant pas dans les détails puisque nous allons voir par la suite. D'un point de vue contenance de la directive, des mises à jour, des précisions ont été effectuées et une nouvelle contenance de sac a été intégrée, un sac de 10 litres qui correspond notamment au sac à ordures taxé. Nous allons maintenant rentrer dans les détails. Donc, le premier point que je vous avais annoncé, c'est la résistance du film. Il est important de prendre en considération la direction longitudinale et transversale. Je m'explique. Les sacs à ordures sont produits avec du polyéthylène. Lors de la fabrication du polyéthylène, le sens de l'extrusion a son importance puisque cela va donner des propriétés physiques particulières au film en fonction de son sens d'extrusion, qu'on appelle le sens longitudinal. Comme vous pouvez le voir à droite sur le schéma, vous avez une tête d'extrusion qui va en quelque sorte souffler les granulés de polyéthylène pour former le film, et donc qui va, comme sur la photo, monter, c'est ce qu'on appelle le sens longitudinal, et le sens transversal, comme son nom l'indique, c'est la direction opposée à 90 degrés au sens longitudinal. Ces 2 directions sont importantes d'être précisées aujourd'hui, puisque le film ne va pas avoir les mêmes propriétés physiques, les mêmes caractéristiques, puisque c'est un matériau qui est anisotrope. Et on parle toujours de la direction longitudinale ou transversale par rapport au film lors de sa fabrication, et ce n'est pas applicable par rapport au sac à ordures. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, nous avons le sens d'extrusion, donc, qui est vertical dans notre cas, et nous avons mis un schéma, un sac à ordures, et qui, lui, est à 90 degrés, une rotation de 90 degrés, puisque le sens longitudinal du film ne correspond pas au sens longitudinal du sac. Alors, ces 2 directions, longitudinale et transversale, vont apporter différentes propriétés au film. On peut avoir un film qui va être très élastique, donc avec un comportement plus type caoutchouc,
donc très peu résistant, une résistance qui est faible et une sensibilité au choc élevée. Donc, on se trouve à gauche sur le schéma. Ou bien on peut avoir un film qui va être très peu élastique, mais avec une très forte résistance et une sensibilité au choc très faible. Donc, ce qui correspond au schéma de droite, c'est ce qu'on appelle les sacs, les feuilles diamants. Puis, nous avons le schéma du milieu qui correspond au milieu doré, où nous obtenons les meilleures propriétés entre l'élasticité et la résistance. Afin de vous donner un ordre d'idée sur ce qu'est une feuille très élastique, ça va être par exemple le film pour le transport, pour faire des palettes. C'est très, très élastique, mais c'est une très, très faible résistance et une forte sensibilité au choc. Un feuille diamant, ça va être un film qui va être plus utilisé, par exemple, pour la construction ou bien appliqué sur des verres de sécurité. Donc, peu d'élasticité, mais une très forte résistance. Donc, ce caractère d'élasticité et de résistance, en fonction du sens longitudinal et transversal, il est important de le prendre en compte lors des exigences du film pour les sacs à ordures. Donc, les films polyéthylène, on va avoir normalement une traction qui est plus élevée dans le sens longitudinal et une élasticité plus importante dans le sens transversal. C'est pour ça que nous avons décidé dans la nouvelle directive de définir une valeur pour la force de rupture longitudinale plus élevée et pour le sens transversal moins importante. Vous avez à droite un tableau qui vous montre l'exemple pour les sacs à ordures de 35 litres. La valeur minimale pour la force de rupture longitudinale est de 14 newtons, comme ça l'était auparavant dans la directive de 2015. Mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que pour le sens transversal, nous avons donc une valeur minimum à atteindre de 12 newtons. L'avantage avec la différenciation des deux sens, c'est que le sac poubelle va être plus fonctionnel, puisque dans le sens transversal avec une meilleure élasticité, ça va être le sens dans lequel le sac à ordures va être rempli et donc plus fonctionnel. Ensuite, ce que nous avons modifié dans cette directive, c'est la qualité des soudures. Une soudure a, de manière générale, une valeur de résistance qui va être inférieure à celle du film. C'est pourquoi il est important à ce que les exigences relatives pour la soudure soient différenciées de celles du film et non pas au même niveau. Donc, ce qui a été mis en place dans cette nouvelle directive, c'est que la force de rupture par rapport à la force de rupture du film est comprise entre 83% et 93% selon la taille du sac, puisque on ne peut pas s'attendre à ce que la soudure soit plus forte que le film lui-même. À titre d'exemple, nous avons à droite dans le tableau les valeurs pour un sac à ordures de 60 litres. Donc, la force de rupture pour le film lui-même, ce n'est pas indiqué, mais par exemple, est de 16 newtons pour le sac à 60 litres. Et la nouvelle exigence pour la force de rupture pour la soudure latérale est de 14 newtons, puisque elle doit être inférieure à celle du film. Enfin, le troisième point qui a été modifié physiquement sur cette nouvelle directive, c'est la méthode d'essai de perforation. Et ce que nous avons modifié, c'est la géométrie de l'éprouvette. Jusqu'à présent, la tête performante était pyramidale, c'est-à-dire ponctuelle et dirigée. Historiquement, cette tête performante pyramidale a été utilisée puisque cette méthode de test était adaptée pour les papiers et les cartons ondulés. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses années, les sacs à ordures n'étaient pas faits en matériaux plastiques polyéthylène comme à l'heure d'aujourd'hui, mais qu'ils étaient faits en papier. Et le test de perforation adapté pour les papiers est, selon la norme ISO 3036, une forme pyramidale. Au fur et à mesure, les sacs à ordures en papier ont disparu, ont été remplacés par les sacs à ordures en polyéthylène, mais la méthode de test n'avait pas été adaptée.
un test de perforation sur un matériau plastique doit être effectué avec une tête performante sphérique ou bien hémisphérique, puisque cela est plus approprié, puisque c'est radial et non directionnel, ce qui va permettre d'avoir des résultats physiques qui soient beaucoup plus appropriés au matériel plastique. Comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes, notamment sur celle de gauche, nous avons un bel exemple d'une bouteille en plastique et de son capuchon qui a transpercé le sac. Il faut garder en tête qu'un matériau plastique pourra toujours être transpercé. Si l'on le souhaite, il sera toujours possible de l'effectuer. Mais ce qu'il est important, c'est que malgré le fait que le sac soit transpercé, perforé, c'est que cette perforation ne s'étende pas sur tout le sac et qu'elle soit simplement locale. C'est ce que l'on recherche. Parce qu'on ne souhaite pas que l'étendue du sac se renverse, notamment lorsque les poubelles sont situées près d'une rivière ou d'un fleuve, ce qui pourrait mener à des contaminations. Même si c'était dans la rue, ce n'est pas ce qui est souhaité. Donc, suite à cette modification de la tête pyramidale avec la tête hémisphérique, il est apparu que les valeurs d'exigence ont été réduites, non pas parce que la qualité attendue de la feuille a été revue à la baisse, c'est simplement que dû à la forme géométrique du corps hémisphérique, on peut d'abord avoir un effet d'élongation pendant le test, puis ensuite la perforation va arriver. Et lorsque l'élongation du film apparaît, ce sont des valeurs qui sont beaucoup plus faibles. Ce ne sont pas des valeurs élevées dans un premier temps. Donc, lorsque nous avons fait ce changement de corps pyramidal hémisphérique, nous avons effectué une validation ainsi qu'une corrélation afin de déterminer quelles sont maintenant les nouvelles valeurs pour le test de pénétration avec une tête hémisphérique par rapport à ce qui était avant avec une tête pyramidale. Puis, ce facteur de corrélation était appliqué afin de déterminer les nouvelles exigences. Mais, comme je l'ai dit auparavant, il est important de garder en tête que l'exigence qualitative pour le film reste le même. Suite à ces modifications de méthode d'essai, les instructions de travail, ce que l'on appelle également SOP, ont été revues, modifiées et adaptées à ces nouvelles méthodes. Ces instructions de travail, elles sont majoritairement intéressantes pour les fabricants d'emballage, puisque ces instructions correspondent à toutes les méthodes qui sont à utiliser pour effectuer les tests OKS sur les sacs à ordures. Les groupes cibles pour ces instructions de travail sont les utilisateurs techniques, les fabricants d'emballage et les industries. Ça ne s'applique certainement très peu aux mairies et aux communautés qui n'ont pas la possibilité d'effectuer les tests par elles-mêmes. Un titre informatif, pour le moment ce document n'est disponible qu'en allemand, mais d'autres versions linguistiques vont être développées et seront disponibles sur demande. La certification OKS pour les sacs à ordures, ça doit correspondre à une qualité contrôlée, puisque c'est le garant d'une qualité, mais il faut que cela soit contrôlé de manière régulière. Pour cela, la certification OKS est donnée aux fabricants d'emballage et est également demandée par les collectivités. La licence et la certification est organisée par la SIC. Cependant, les tests sont effectués pour la certification par l'OUGRA et également tous les contrôles semestriels. Contrôle semestriel, cela signifie que l'OUGRA effectue 2 fois par an des contrôles sur tous les produits des fabricants qui sont certifiés OKS, afin justement de garantir que cette qualité est toujours maintenue. Nous tenons également à préciser que l'utilisation du label OKS sur les sacs à ordures et les sacs taxés nécessite une licence contractuelle avec l'ASCI. Afin de vous donner des informations complémentaires, pour vous, les municipalités, vous pouvez obtenir la nouvelle directive OKS sur l'infrashop de l'ASIC.
il est important de préciser que tous les membres de l'association suisse infrastructure communale recevront cette nouvelle directive à titre gratuit. Vous pouvez également devenir membre de la SIC. Et nous avons pour cela indiqué le site Internet. Et enfin, ce qu'on appelle le paquet de contrôle, c'est faire une demande de test de sac à ordures, que ce soit un contrôle orienté ou un contrôle complet, soit directement par la SIC ou bien en passant par l'OUGRA. Pour les fabricants d'emballage, nous tenons à préciser que les instructions de travail peuvent être obtenues sur notre site Internet, que la tête de perforation hémisphérique pour remplacer la tête pyramidale peut être obtenue avec notre aide pour la validation et la fabrication, qu'un paquet de formation est également disponible afin de savoir comment effectuer les tests selon les instructions de travail 2142 et ainsi demander directement un contrôle des sacs à ordures. Nous vous remercions pour votre attention. Donc, c'est maintenant la fin de ce séminaire à titre au niveau des slides que nous vous avons présentés. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en répondant aux différentes questions que vous avez pu nous écrire dans le chat. Yeah. Okay. Alors, mon collègue Mathias me dit qu'actuellement, nous n'avons aucune question dans le chat qui est apparue. Nous vous laissons encore quelques instants pour y réfléchir et nous poser les questions que vous pourriez avoir. Si jamais une question vous vient à l'esprit plus tard, vous avez toujours la possibilité de nous contacter par mail ou par téléphone. Vous avez eu nos coordonnées en début de ce séminaire. Vous avez également maintenant aussi la possibilité de nous poser la question non pas par écrit, mais en faisant signe de la main si vous voulez en discuter directement. Et si vous le souhaitez, nous vous donnons la possibilité de nous donner votre avis sur ce séminaire à l'aide de ces codes que vous pouvez l'avoir et qui vous, en quelques secondes, vous pouvez nous faire parvenir vos intuitions. Juste, Emmanuel, tu permets que je prends la parole? Bien sûr. Juste pour donner encore un peu du temps pour réfléchir à nos participants. Je répète, hein, la directive OKS est destinée d'une part aux sacs à ordures de couleur noire disponibles sur le marché livré sans être taxés. Et d'autre part, elle s'applique aux sacs taxés officiels fabriqués à la demande de vous, des villes, des communes ou des syndicats intercommunaux. Mais vous êtes donc toutefois vous-même responsable du respect des directives OKS par le biais de contrôles indépendants, à moins que l'ASIC ne soit mandatée pour effectuer les contrôles de qualité. Juste pour ajouter ça. Alors, l'utilisation du label OKS pour les sacs taxés n'est pas autorisée si on n'est pas mandaté par les communes ou par l'entreprise. Merci Clémence pour cette information supplémentaire. Tu as eu raison, ça a donné du temps supplémentaire à 2 personnes de nous faire parvenir leurs questions. Alors, je commence par le bas, puisque nous avons une question de Didier Christian qui nous demande si tous les sacs vendus en Suisse devront-ils être adaptés à la nouvelle norme. Alors, oui, cela a été mis en accord avec les différents producteurs de sacs à ordures qui sont certifiés OKS, qu'à partir du 1er juillet 2024, cette nouvelle directive a été mise en vigueur et qu'à partir de cette date-là, ils allaient commencer leur production de sacs pour qu'elles répondent aux nouvelles directives de la norme 2024. Nous avons maintenant une question de... Alors, Emmanuel, peut-être la question, la réponse est seulement les sacs
qui sont certifiés par Label OKS doivent être adaptés à la nouvelle norme, mais pas tous les sacs. Il y a aussi des fabricants qui sont non certifiés par Label OKS, juste pour rajouter. Merci. Je vois également une question dans le chat. Est-ce que FO Security, FO Packaging a été intégré à l'établissement de cette nouvelle directive? Alors, FO Security a pris part aux différentes réunions que nous avons tenues pour la rédaction de cette nouvelle directive. Oui, donc la réponse est oui. Ensuite, nous avons une question de M. Schemmel. Ai-je bien compris que la résistance à la perforation est passée de 2 à 1,5, moindre résistance? Alors, oui, alors c'était pour un exemple du sac, je crois, de 17 litres. Auparavant, nous avions une valeur minimum de 2 joules. Maintenant, elle est passée à 1,6 joules, puisque nous avons changé le corps pyramidal par le corps hémisphérique, et que le corps hémisphérique va donner des valeurs qui soient plus faibles, de par la structure du corps de perforation. Cela ne signifie pas cependant que la qualité du film va être plus faible. C'est simplement que du fait d'avoir changé la forme géométrique, les valeurs obtenues vont être automatiquement plus faibles. J'espère que ma réponse vous apporte les questions que vous souhaitiez, Monsieur Schemmel. Je vois la réaction du pouce en l'air, merci beaucoup. Très bien. Écoutez, je Juste, peut-être, Emmanuel, permets-moi la proposition comme on n'est que 5 personnes, on peut ouvrir la discussion si vous êtes d'accord, au lieu de communiquer, parce que ce matin, on était autour de 50 personnes. Là, c'est un peu difficile, mais si vous permettez, on peut ouvrir la discussion en parlant avec, mais juste si vous êtes d'accord. Oui, oui, juste avant, pour répondre à une dernière question qui vient d'arriver. Oui. Est-ce que, de manière générale, le grammage du sac a été modifié? Alors, il faut savoir que le grammage ou bien l'épaisseur du sac n'ont jamais été définis dans la directive OKS. Donc, de ce fait, elle n'a pas été modifiée. C'est libre à chaque fabricant de trouver pour lui le meilleur compromis entre le grammage et l'épaisseur afin d'atteindre les meilleures propriétés physiques et de résistance demandées. Mais ce n'est pas spécifié et donc ça n'a pas été modifié dans cette nouvelle directive. Et je vois que M. Roy a également demandé le délai de la disponibilité de la version française de la nouvelle directive. Là, Clément, je te redonne le mot puisque tu es, je crois, déjà en train de travailler dessus. Non, mais dès que quelqu'un le désire, on fait la traduction, quoi. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas forcé cette question-là, mais c'est clair qu'on va le traduire dès qu'il y a une demande. Et maintenant, avec ce webinaire, voilà, je vois qu'il y a quand même un intérêt aussi de nos collègues francophones. Et je dirais, on peut vous mettre ça à disposition au début du mois d'octobre, si vous êtes d'accord avec ça. OK. Une version en français aura donc lieu pour la fin d'année.
Voilà, il ne reste que 4 personnes. Donc, je vois, toutes les questions ont été adressées et répondues. Surtout, n'hésitez pas pour les personnes qui sont encore là, si vous avez des questions par la suite, à nous contacter directement. Comme annoncé au début du séminaire, cette présentation ainsi que l'enregistrement vous sera parvenu par mail et sera également disponible sur le site internet de l'UBA et de l'ASIC. Clémence, tu veux encore faire quelque chose? Non, je crois que c'est bon, on a répondu à toutes les questions. C'est bon? Très bien. Et écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions qui viennent, nous allons... Vielleicht noch kurz die Info-Aufzeichnung und Folien werden zur Verfügung gestellt. Gerne. Dann können wir beenden, wenn es keine Fragen gibt. Excusez-nous pour cette petite mise au point en interne par rapport à la langue. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons terminer ce séminaire. Et nous vous remercions pour votre attention et pour avoir pris part et ainsi nous faire parvenir vos différentes questions. Et nous espérons pouvoir reprendre contact avec vous d'ici très peu de temps pour vous aider si vous avez la moindre question. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Au revoir.